En tant que civilisation, le Gabon antique est de mieux en mieux connu grâce aux travaux de l'archéologie de terrain. Il y a eu beaucoup de découvertes. On va commencer comme cela par les évoquer. Ça pourrait sembler pêle-mêle, mais ce qui va nous intéresser, c'est davantage les datations. Eh bien, dans la zone d'Otumbi, c'est dans la vallée de l'Ogoué, des pierres taillées vieilles de 400 000 ans ont été découvertes. Donc, il y a une preuve archéologique de ce que le Gabon a connu une préhistoire réelle, mais qui est vieille de 400 000 ans. Ensuite, il y a eu plusieurs autres sites archéologiques qui ont été mis en évidence par différents archéologues. Donc, par exemple, ce que les archéologues appellent si vous voulez, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, etc. Donc, les différentes périodes sont correctement représentées en ce qui concerne le Gabon ancien. D'ailleurs, la pierre taillée, vieille de 400 000 ans, c'est une pierre taillée. Mais il y a aussi des pierres polies qui vont justement voir le jour beaucoup plus tard. Alors, ça, c'est un peu le côté préhistoire. On va sauter comme cela. En 1985, il y a eu un événement majeur au niveau de ce que les Gabonais eux-mêmes appellent traditionnellement Pungu, c'est-à-dire l'actuelle ville de Libreville, qui se trouve être la capitale du Gabon au niveau du littoral. Il y a un site qui a été mis en évidence. Ce site a été appelé le site des Sablières. Eh bien, au niveau de ce site, on a découvert, si vous voulez, une nécropole qui a été datée du 9e siècle de notre ère. Autrement dit, au 9e siècle de notre ère, il y avait un peuple qui vivait là au Gabon et qui a laissé comme marque de sa présence justement un cimetière, un grand cimetière daté du 9e siècle de notre ère. Et puis un peu progressivement, là nous sommes en 1985, entre-temps, parce que c'est toujours important de se référer à la figure du professeur Cheikh Anta Diop, figure majeure de l'historiographie africaine, eh bien, le professeur Cheikh Anta Diop meurt en 1986. C'est un an après sa mort. Eh bien, un an avant sa mort, donc en 1985, on découvre justement au niveau du site des Sablières à Libreville, au Gabon, une nécropole datée du 9e siècle. Et c'est un an avant sa mort. En 1986, le professeur Cheikh Anta Diop décède et un an après son décès, on découvre au Gabon, dans l'intérieur des terres, au niveau de la vallée de l'Ogoué, les traces d'une civilisation ancienne qui connaissait l'écriture, une écriture qui a été datée de 2000 ans avant notre ère, 2000 ans avant Jésus-Christ, ainsi que le disaient les auteurs, deux archéologues français, Richard Oslissi et Bernard Perrault, qui ont d'ailleurs commis un opuscule qui est une œuvre importante. Son titre, Les gravures rupestres de la vallée de l'Ogoué, Gabon. Cet opuscule a été publié aux éditions Sepia en 1993. Donc, vous voyez bien que le Gabon a donc une histoire ancienne. Permettez-moi de revenir comme cela aux observations antérieures, notamment celle des premiers prêtres missionnaires. Je pense notamment à la fin du 19e siècle, à deux prêtres, le révérend Père Marcel, le révérend Père Maurice Briot, et de l'autre côté, Monseigneur Leroy. Eh bien, ces deux prêtres, en observant justement les éléments culturels, les objets culturels de la tradition gabonaise à l'intérieur du pays, vont être frappés de ce qu'il y avait une identité remarquable avec l'Égypte ancienne. Bon, ici, ce n'est pas tant le rapport à l'Égypte qui va m'intéresser, mais c'est plutôt la grande ancienneté. Ils vont reconnaître que, mais tiens, ce peuple-là avait une histoire particulièrement ancienne. Là, il s'agit justement des descendants du peuple gabonais tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, donc la question, c'est les vestiges les plus anciens, ceux découverts au niveau de la vallée de l'Ogoué qui témoignent de l'existence d'une écriture vieille de 2000 ans. Aujourd'hui, on dirait 3000 ans. Est-ce que les auteurs de cette civilisation brillante n'avaient rien à voir avec les Gabonais actuels? Eh bien, c'était la position, justement, c'est la position des égyptologues occidentaux, c'est-à-dire les deux Français, Richard Oslisli, Bernard Perrault, et même l'auteur de Gabon 100 000 ans d'histoire, à savoir l'archéologue britannique Bernard Clist, estime lui aussi que ces gravures rupestres
eh bien, ne sont pas dus aux ancêtres directs des Gabonais actuels. Mais je suis personnellement revenu sur ces gravures rupestres. Je les ai analysées avec détail. Eh bien, la vérité, elle est tout autre. Lorsqu'on connaît de l'intérieur la tradition gabonaise, la plupart des objets représentés sur ces gravures rupestres, eh bien, on les retrouve en tout point dans la culture gabonaise traditionnelle. J'en veux pour preuve ce que les archéologues ont appelé couteau de jet. En fait, c'est un instrument qui est encore utilisé dans la culture gabonaise, dans la religion traditionnelle Bwiti, dans le culte de Mamouiri ou Mouiri et bien d'autres cultes, et lors de différents rituels. Mais il est aussi utilisé à l'occasion des circoncisions. Cet instrument est appelé Osele Mousele. Donc la racine, c'est Sele. Mouzé en Retsoro, par exemple, en Ebongwe. Osele en Lembama ou Obamba. Moussieli en Yipunu. Il s'agit donc bel et bien d'un instrument connu par les Gabonais en leur tradition ancienne. On ne peut donc pas se permettre de déposséder les Gabonais et donc l'ensemble des Africains de leur histoire, puisqu'il y a des éléments de preuve qui sont là. Parmi les gravures rupestres, il y a une représentation assez particulière qui semble faire état d'un objet volant, une sorte de parachute sans qu'il n'y ait un homme. Eh bien, un objet similaire. On peut le voir dans le masque, un masque particulier, celui de Mbodi, si nous mettons l'homme de côté. Et lorsque l'homme masqué Mbodi, justement, est représenté, il renvoie en tout point, justement, à certaines de ces gravures rupestres. Ça, c'est une chose. Autre chose, parmi les gravures rupestres, il y en a une qui semble faire état de ce que je pourrais appeler aujourd'hui, et c'est un peu surprenant peut-être, on a l'impression qu'il s'agit d'un homme qui sort d'une fusée et qui se lance dans l'espace. Mais il se trouve qu'il y a un mythe dans la tradition des Bangle-Mitet, donc des Nzebi, des Awanji. Cette tradition évoque très clairement la possibilité d'aller dans l'espace. Permettez-moi de m'arrêter à ce niveau-là. La langue Yinzebi a le verbe uchengle qui signifie tourner. Mais quand on dit uchengla chengle, ça signifie tourner sans arrêt. Or, il se trouve que la tradition Nzebi connaît une déposition, un apophthegme, un mot d'esprit. Ce mot d'esprit, il est le suivant. Boulong uchengla chengle. Boulong, c'est l'univers, mais c'est aussi à l'échelle terrestre, c'est la Terre. Donc la Terre tourne sans arrêt. Alors, pour que l'on puisse se rendre compte que la Terre tourne sans arrêt, il a bien fallu aller dans l'espace. Or, curieusement, au niveau des gravures rupestres de la vallée de l'Ogooué, il y a une représentation similaire. Mais on ne peut pas dire que c'est une représentation qui a un lien avec la connaissance de l'aéronautique ou l'astronautique. Mais seulement, il se trouve que les Bangle-Mitet, une composante donc du peuple gabonais, du côté de l'Ebamba, a une phrase qui vient compléter la première, à savoir le monde tourne, Boulongo Chengla Cheng. La phrase dit ceci. Nzebiaye ou yo la nyang nabu konz, namirengle. Yul, c'est en haut. Donc, lorsqu'on est en cosmologie ou en astrophysique, c'est l'espace. Je traduis. Nzebi est allé dans l'espace. Anyang. Nyang, c'est le soleil. Donc, en direction de la sphère du soleil. Nyang nabu konz. Ou konz, ou kinz en Ipunu, c'est arrangé, c'est structuré. Donc on fait, et mirengle, si vous voulez, c'est des petites roches dans la tradition de Bangle-Mitet, Nzebi Awanji Adouma, qui émettent de la lumière. Donc finalement, cette phrase, cette déposition importante, qui est une phrase scientifique, nous apprend simplement ceci. Nzebi est allé dans l'espace, il a constaté que le soleil, c'est du magma en fusion, et étant en fusion, il émet de la lumière. Donc le soleil est en réalité une roche qui émet de la lumière. Mais cet énoncé-là, c'est un énoncé éminemment scientifique qui correspond à ce que l'astrophysique nous apprend à notre époque-là. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que nous avons d'un côté l'énoncé qui nous parle de la Terre qui tourne,
Deuxièmement, l'énoncé qui nous annonce qu'il est possible d'aller hors de l'espace. Et bien évidemment que si on est à Ouyoul, c'est-à-dire dans l'espace, on se rend bel et bien compte que la Terre tourne. Parce que lorsque, justement, les navettes spatiales ont commencé à nous envoyer des images de la Terre, c'est à partir de ces images, justement, que de façon beaucoup plus claire, on s'est rendu compte que la Terre effectuait un mouvement de rotation sur elle-même. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'existence d'une gravure rupestre similaire pourrait étonner. Donc, ça veut dire que cet énoncé-là, à savoir que finalement la Terre tourne, a été complété par un deuxième énoncé, à savoir que pour se rendre effectivement compte que la Terre tourne, eh bien, il faut aller dans l'espace. C'est donc une contribution africaine très importante et cette contribution peut être datée du 3e millénaire avant notre ère, d'où la représentation de la gravure rupestre, la vallée de l'Ogooué, qui est directement liée justement à l'énoncé tiré ici de la tradition Nzebi. Et c'est intéressant parce que là où cette gravure rupestre est représentée, c'est à quelques encablures du lieu où nous avons cette composante du peuple gabonais, donc les Bangles Mitet, les Nzebi, etc. Donc voilà, finalement nous avons un ensemble d'éléments. Ces éléments sont importants pour l'histoire africaine, les gravures rupestres de la vallée de l'Ogooué, sauf qu'il nous faut avoir le courage de réinterpréter ces éléments à la lumière de notre propre culture. Là, j'encourage tous les différents donateurs à appuyer tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions, parce que c'est quand même assez curieux, un pays comme le Gabon a des milliers de sites archéologiques, aucun Africain n'a jamais travaillé sur ces sites-là. J'invite donc tous les Africains du monde qui travaillent sur ces questions-là à investir par eux-mêmes ces différents sites, à s'intéresser directement à la culture, à la tradition gabonaise, pour nous proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant qui enrichit l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde en tout cas. Retenons simplement que finalement le Gabon regorge de vestiges archéologiques qui permettent de réécrire l'histoire de l'Afrique, de lui redonner justement ce sens qui a été pressenti par le professeur Théophile Obenga, mais davantage par le professeur Cheikh Anta Diop, l'initiateur. Et donc, le professeur Cheikh Anta Diop, qui pressentait déjà la grande ancienneté de l'histoire de l'Afrique, l'apport particulièrement important de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui, en 1981, dans le dernier ouvrage publié de son vivant, le titre c'est « Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance », faisait observer que le pharaon Ounas, de la 5e dynastie de l'Ancien Empire, disait clairement que les ancêtres des anciens Égyptiens venaient du cœur du continent. Et dans ses analyses, le professeur Cheikh Anta Diop a bien démontré qu'il s'agissait de l'Afrique équatoriale. Mais comme l'archéologie de terrain n'était pas encore suffisamment avancée, eh bien, il n'a pas pu crever l'abcès. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire que le professeur avait raison. Eh bien, ce qu'il a pressenti devient désormais une réalité, puisque une civilisation brillante est découverte en terre africaine, en Afrique équatoriale, là où il avait pressenti, précisément dans le pays qui s'appelle actuellement le Gabon. Bien sûr, on ne le dira jamais assez, qui relève de l'ère Congo. Voilà, c'est important à savoir. Et je vais terminer avec des découvertes encore plus importantes pour montrer toute l'importance de ce pays qu'est le Gabon pour l'historiographie de l'Afrique, l'historiographie mondiale, l'histoire du Gabon. Eh bien, en 2018, il a été mis en évidence une découverte archéologique majeure. Au sud-ouest du Gabon, en Ndindé, mais par voie carrossable en partant de Libreville pour l'intérieur du pays. Le lieu où la découverte a été faite se trouve à quelques kilomètres de la ville de Mouila. La grotte s'appelle la grotte Irungu. Et évidemment que l'on dit toujours c'est dans le sud c'est vague, parce que le Haut-Ogooué c'est le sud-est du Gabon, c'est donc le sud. L'Anyanga c'est le sud-ouest du Gabon, c'est donc le sud. L'Angounié c'est le sud-ouest, c'est donc le sud. Mais où précisément? Eh bien c'est à Ndindé. À Ndindé, dans la grotte d'Irungu, il a été découvert un matériel archéologique incroyable, plus de 500 kilos d'objets qui ont été découverts. Il y avait des objets en or, des objets en cuivre, des objets en fer. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a eu des squelettes humains qui ont été découverts. Évidemment, le découvreur, justement, de ce site fabuleux,
tel qu'on l'a présenté à la télé, c'est-à-dire sur toutes les chaînes de télévision, c'était Richard Osleslie, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Richard Osleslie a fait partie de la mission. Celui qui a fait la découverte et qui a effectué la plongée, c'était plutôt Olivier Testa. Mais évidemment, c'est Richard Osleslie par la suite qui a continué à faire connaître au grand public cette découverte fabuleuse. Les objets se trouvent actuellement au musée national du Gabon qui se trouve à Libreville. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ces informations ne sont pas tout à fait vraies. Parce que dans les informations qui ont été données, c'était que Richard Osleslie avait fait cette découverte en 1992. Ce n'est pas vrai. Nous devons arrêter avec cette manière de faire où on fait croire qu'un occidental qui arrive, il vient découvrir des choses que les riverains eux-mêmes ne connaissent pas. Disons que Richard Osleslie a dirigé un travail de 2SS écotourisme présenté et soutenu par une Gabonaise, Hortense Nyangui, originaire de Moabi par son père, originaire de Ndende par sa mère. Alors, cette jeune Gabonaise à l'époque, aujourd'hui jeune dame, et autres cadres dans l'administration gabonaise, malheureusement, elle n'a pas continué son travail dans ce sens-là qu'elle a initié. Et c'est elle, justement, qui a eu le désir de mettre en valeur les grottes de sa localité d'origine, donc les grottes de Ndende. C'est sur ces grottes que son mémoire a porté. Elle voulait que le ministère de la Culture puisse mettre en valeur ce patrimoine-là. Le directeur, justement, de recherche de cette Gabonaise, Hortense Nyangui, c'est bien Richard Osleslie. Et donc, elle a accompagné, je vais dire plutôt Richard Osleslie, l'archéologue, a accompagné Hortense Nyangui sur le terrain. Et pour accéder à ces grottes, il fallait s'adresser aux riverains parce que au niveau du sud du Gabon, j'allais dire au niveau de tout le Gabon, ce que les uns et les autres appellent des sites archéologiques sont commandés par des familles, par des clans. Eh bien, ils ont vu des responsables, les rituels autorisant la pénétration dans ces grottes-là ont été effectués en présence de Richard Osleslie. Il suffit de lire le mémoire justement de 2SS écotourisme présenté et soutenu en 2004 par cette dernière. Mais lorsqu'elle a soutenu, Richard Osleslie n'était pas présent. Mais par contre, le terrain, elle a bel et bien fait avec Richard Osleslie. Donc, il découvre ces grottes-là, c'est clair, grâce à une Gabonaise qui les connaît par rapport au fait que, appartenant au peuple Pounou de la région, qui a une tradition qui dit les choses clairement et qui indique les différentes grottes, qui les visite, eh bien, voilà ce qui a fait connaître ces grottes-là. Et c'est assez extraordinaire. Hein? Il suffit de lire son mémoire. Il y a des parties, lorsqu'elle évoque la grotte d'Irungu, elle parle de la partie où se trouve cette grotte-là, c'est Nanga. Et elle précise que lorsqu'on arrive à Nanga, il y a comme un souffle de mort. Parce que la plupart des grottes, justement, de Nanga sont dédiées à la mort. Et très clairement, quand on lit justement le mémoire de celle qui était une jeune étudiante à l'époque, on comprend que les grottes de Nanga sont simplement des cimetières pour nous anciens. Et donc, lorsque Richard Osleslie dit que les squelettes humains qu'on a retrouvés là, c'était des hommes qui sont venus du Kasaï, c'est totalement faux. J'ai d'ailleurs personnellement discuté avec un Gabonais qui est actuellement le président, je crois, des tradis praticiens au moment où nous parlons, de Langounier, qui se trouve être aussi mon frère aîné. Alors, Mbina Alexis, aujourd'hui retraité, il faisait partie du corps médical, un infirmier d'État. Et lorsque je lui ai parlé de ce fait-là, parce que il y a une vingtaine d'années, il m'avait bien dit qu'il avait visité de ces grottes-là, mais il était parti avec l'un des gardiens de cette grotte-là, la grotte d'Irungu et bien d'autres grottes. Donc ces grottes-là sont bel et bien connues par la population elle-même. Les squelettes humains qui ont été retirés sont bel et bien les ancêtres des Pounou, mais j'exige simplement qu'il y ait des datations beaucoup plus conformes. Et qu'on arrête de faire comme on fait, c'est-à-dire qu'un seul individu vient, balance une date, c'est le 15e siècle. Non, il faut qu'il y ait des laboratoires justement concurrentiels, de telle sorte que nous puissions avoir des datations fiables. Donc, il ne s'agit pas d'hommes qui sont venus du Kasaï, il s'agit bel et bien des Gabonais, des Pounou, et les choses sont claires en lisant le mémoire d'Hortense Nyangui qui date de 2004. Essayez de faire la soustraction, 2018 moins 2004, c'est-à-dire 14 ans avant.
vous comprenez qu'en étant un peu sérieux, on ne peut pas dire tout ce que l'on a entendu au niveau des vidéos. Donc il faut simplement que l'État gabonais déjà, à travers le ministère de la Culture, puisse reprendre les choses en main et puisse faire les choses beaucoup plus correctement. Par exemple, réorganiser l'espace, mettre à contribution les riverains qui connaissent l'histoire justement de chacune de ces grottes parce qu'elles sont attachées à chaque famille, les clans, comme on le dit vulgairement. Et pour nous, justement, la base traditionnelle au Gabon, la famille réelle, eh bien, c'est ce que les anthropologues appellent le clan. Eh bien, il y a des clans bien précis qui sont dépositaires de l'ensemble de ces grottes dans le sud du Gabon. Il ne s'agit pas de grottes pas du tout connues. Non, les grottes sont bel et bien connues. Et ça, j'insiste là-dessus parce que plus les Gabonais eux-mêmes vont investir leur histoire, vont être vigilants par rapport à tout ce qui se dit, mieux ce sera parce que c'est le monde qui va gagner. Il ne s'agit pas ici de dire que tel a raison, tel a tort, non, mais restituons les choses telles qu'elles sont. Ne faisons pas croire, même d'ailleurs, je vais encore me permettre de digresser un peu, il y a quelques années là, on a parlé de la découverte de crocodiles oranges dans des grottes du côté de l'Ogooué-Maritime. Mais quand vous voyez les vidéos par rapport à ces crocodiles oranges là qui se trouvent plutôt dans les grottes et qui pour l'essentiel seraient aveugles, eh bien les vidéos montrent des gens, un leucoderme qui circule avec un ou deux Africains dans la forêt. On a l'impression qu'il n'y a pas de riverains. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les riverains connaissent bel et bien l'existence de ces crocodiles, voyez-vous, et ils en ont une interprétation, mais il ne faut pas quand même oublier que par tradition, on vit d'abord de chasse. Okay, la chasse est bien connue, elle est toujours pratiquée. Donc, justement, ces chasseurs-là qui ont essaimé leur forêt, qui l'ont visité de fond en comble, ils ne peuvent que mieux connaître cette forêt qu'un occidental ou un Africain qui arrive occasionnellement ou accidentellement dans tel ou tel autre environnement. Donc, j'invite simplement les uns et les autres à faire un peu plus attention. Alors, donc, par rapport à mon propos ici, il s'agit simplement de dire que finalement, il y a des joyaux archéologiques très, très importants s'agissant du Gabon et il serait souhaitable que l'ensemble des spécialistes de la question, les archéologues africains en particulier, puissent se lever et faire des vidéos, des films documentaires sur toutes ces questions. Parce que même sur la civilisation de l'Égypte ancienne, il est un peu regrettable qu'alors que nous avons désormais, le peuple africain, des archéologues des égyptologues de très haut niveau, des archéologues de très haut niveau, on n'a jamais vu une équipe africaine faire des films documentaires sur l'Égypte pharaonique, des films documentaires suffisamment sérieux. Donc il est temps que des équipes se forment de plus en plus, les afrodescendants, les Africains, une équipe proprement africaine qui investit sa propre culture, qui restitue les choses. Voilà, donc les choses sont claires. Il y a finalement des éléments de preuve archéologiques très importants qui viennent appuyer le témoignage des prêtres missionnaires, qui viennent appuyer les témoignages des auteurs, les voyageurs qui ont été les premiers à évoquer de façon claire et précise le Gabon. Je pense par exemple à l'ouvrage Description de l'Afrique de Dolfert Dapper. Lorsqu'on décrit les habitants de Pungu, lorsqu'on décrit les habitants de Mayumba, eh bien, ils sont décrits comme l'on voit bien les anciens Égyptiens être représentés sur les parois des pyramides ou sont alors sur des papyrus. Donc c'est important que l'Afrique elle-même puisse s'approprier cette civilisation gabonaise, civilisation ancienne, civilisation brillante, civilisation très importante pour la réécriture de la véritable histoire de l'Afrique. Voilà à peu près ce qu'il s'agissait de dire sur cet élément qui me semble être un élément important d'appropriation de soi par les Africains eux-mêmes.